Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de AGN qui va être l'avant-dernière avant que je fasse ma pause estivale, consacrée cette fois à la Nouvelle-Orléans. Alors on marquera l'effet fait en image de synthèse assez dégueulasse, par contre on a une magnifique couverture faite par Alexander Gregory qui nous emmène à la Nouvelle-Orléans, donc signification très particulière dans notre inconscient collectif puisque c'est l'endroit où il y a tout un historique français par la présence par le contrôle de la France, ensuite la vente, la présence espagnole, la présence des Cajuns et évidemment du vaudou qui, dans l'idée qu'on peut se faire du monde des ténèbres avec différents types de magie, peut être important. Mais quid des vampires? On va voir. Et sur la couverture, vous avez l'inénarrable, que vous ne connaissez sûrement pas encore, mais vous inquiétez pas, on va corriger tout ça. Samuel Eighth, qui est un personnage extrêmement important du monde des ténèbres, au moins jusqu'à un moment. Donc, en gros, c'est juste une guest star dans ce chapitre, dans ce livre, notamment on verra dans le scénario, puisque hélas, un peu comme d'habitude, on va avoir une partie de ville qui va être assez intéressante, et après un scénario pour mettre en scène cette ville qui l'est beaucoup moins, et le scénario implique Samuel Eighth. Alors, faisons ça maintenant, parce que sinon ça sera assez poussif. Cet individu que vous voyez là est à la base un kinfolk. Les kinfolk c'est des gens qui font partie des familles de loups-garous. Dans le monde des ténèbres, les loups-garous ne sont pas infectés. C'est une malédiction, c'est une race surnaturelle, génétiquement différente des êtres humains, qui est très ancienne, qui est aussi vieille, voire plus vieille que les vampires, concrètement plus vieille que les vampires, qui a la capacité donc de changer de forme, qui est à la fois physique et, immatérielle, puisque les loups-garous et les autres change-formes ont la capacité de traverser le monde physique, la barrière du monde des esprits qu'on appelle le goulet, et ainsi pouvoir communiquer dans les différents royaumes, puisque dans la cosmologie du monde des ténèbres, c'est des royaumes qui forment concrètement ce qu'on appelle l'Umbra, donc c'est des sphères, en gros, il y a le domaine des ténèbres, il y a le domaine de la vie, il y a le domaine, etc. Ils ont tous des noms un peu différents, mais vous comprenez le principe. Et les change-formes se reproduisent en s'accouplant avec des humains, en s'accouplant avec des loups. C'est le principe pour les loups-garous, et c'est pareil pour les mocolés, par exemple, qui sont des crocodiles-garous, c'est pareil pour les basses-têtes, qui sont des chats-garous, j'en passe et des meilleurs. À partir de là, il arrive des fois où des gens qui sont humains et qui sont proches des loups-garous, dont le père, l'oncle, le frère est un loup-garou, ont conscience de la présence des loups-garous, connaissent les us et coutumes, ont un petit peu quelques astuces. Mécaniquement, c'est assez proche des ghouls, c'est-à-dire que vous avez une version Canada Dry du vampire, mais qui est humain. Bah là, c'est pareil. Vous avez une version, vous pouvez pas vous transformer en loup-garou, mais vous avez quand même, en tant que kinfolk, la possibilité d'utiliser ce qu'ils appellent les dons, si je dis, les dons et les tactiques et les rituels des loups-garous. Il se trouve qu'il y en avait un qui n'était pas du tout content de son sort, qui était un kinfolk qui s'appelait Samuel Eighth, qui faisait partie qui était il y a une famille de loups-garous qui était extrêmement réputée, et il a très mal vécu. Donc il a commencé à chasser en disant bah, je vais chasser le grand gibier et prouver que je suis le plus grand chasseur qui existe au monde. Sauf qu'il y a un moment, évidemment, il s'est aperçu que son champ de vision des types qui pouvaient affronter, enfin, the most dangerous game, donc trouver une proie qui soit intéressante devenait compliqué, donc il a commencé à chasser de l'humain, puis du vampire. Et avec les vampires, il s'est aperçu qu'ils pouvaient simplement prendre leur sang, leur piquer leur sang pour devenir une goule indépendante. C'est comme ça qu'il a commencé à développer une certaine accoutumance au surnaturel. En explorant un site très très vieux, très ancien, il est tombé sur un rituel qui est un rituel qui lui permet en tuant 5 loups-garous en les dépeçant, il peut faire une peau qui lui permet de devenir un loup-garou. C'est pas exactement des loups-garous, on appelle ça des skin dancers, donc c'est le nom qu'il va donner à sa propre tribu. Il va s'entourer de kinfolk aussi frustrés que lui et dire bah maintenant, si vous voulez donner le loup-garou, il y a une possibilité, il faut juste tuer 5 loups-garous. Évidemment, faire ça est un acte extrêmement néfaste, à la fois sociétalement, mais aussi spirituellement, puisque là, il y a une corruption extrêmement forte qui est engendrée, qui fait que, grosso modo, les gens qui deviennent des skinwalkers, donc des change-formes, enfin je sais pas comment on appelle ça en français, mais c'est le pendant négatif du loup-garou, c'est un peu comme le Wendigo,
sont potentiellement corrompus, donc en plus, c'est comme les vampires, ils sont détectables automatiquement par les loups-garous. Et au fur et à mesure que Samuel Hive, et notamment si vous jouez à la... Il y a un scénario de Garou qui s'appelle la Fondation Valkenberg, où il est présent, et il commence à assassiner des gens, et il va se prendre justement une inimitié certaine des gens qu'il va commencer à buter, de leur famille, et surtout, il va être poussé par une soif de compréhension pour beaucoup de choses. Quand il n'était pas encore Skinwalker, il a rencontré un mage humain qui lui a dit tu as un talent pour le mysticisme, mais ton avatar ne sera jamais éveillé. Et donc il se dit tiens, tant qu'à faire, pourquoi est-ce que je ne récupérais pas des sphères? Donc on le retrouve en Amazonie, où il va récupérer l'épée de Cervantes, Cortés, je sais plus, qui lui permet, qui est un objet extrêmement puissant, qui va lui donner une compréhension instinctive de la magie, des sphères, donc de la magie des mages humains. Et ça va se finir, si vous lisez le livre des fondations de mages, si je me rappelle bien, il va chez les Verbena, qui sont des espèces de fermiers redneck, qui ont un arbre façon Yggdrasil, donc un arbre de vie. Il arrive, il tue la femme du chef de la famille, il casse une branche de l'arbre, ce qui lui donne un espèce de bâton magique, qui lui permet de faire de la magie. De la vraie magie. Donc, vous avez concrètement un espèce de mec à moitié imbutable, qui est à la fois loup-garou, ghoul, mage, et qui est toujours pas immortel, donc il veut trouver un moyen de devenir immortel, donc de devenir vraiment vampire, sauf que il veut pas finir à la botte d'un vampire, il faut qu'il trouve un moyen ou un sang assez puissant pour le faire ça. On en reparlera probablement dans la prochaine vidéo, qui sera consacrée à Chaos Factor, qui est une grande histoire, alors grande par l'envergure, sur la fin de Samuel Hayes. Mais c'est un personnage qui s'est voulu comme un crossover, qu'on a retrouvé dans beaucoup de suppléments White Wolf, qui... Bref, on en reparlera une autre fois, puisqu'il a un rôle assez mineur là-dedans, et c'est pas le propos. Donc, Nouvelle-Orléans de nuit, sur le seuil de l'éternité, nous ramène à la capitale de la Louisiane, et les différentes particularités qu'elle peut avoir. J'ai pas réussi, j'ai cherché, mais j'ai pas réussi à trouver de quoi que ce soit comme élément sur l'autrice de ce livre, donc Patricia Anne Rochelle. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a édité, quasiment 10 ans plus tard, un livre sur l'art de lettrer, de faire du lettrage dans le comics. Donc est-ce que, je sais pas, est-ce qu'elle travaille dans cette industrie-là ou pas? Je sais pas du tout. Pareil pour la personne qui lui a filé un coup de main, Cara Chappelle. Impossible au Joseph Smith, j'ai même pas essayé, puisque c'est comme René Dupont, c'est même pas la peine, il y a tellement d'homonymes que ça sert à rien. Donc j'ai pas réussi à être gazé là-dessus, à part que je subodore que c'est un peu comme Dark Colony. Il y a sûrement des gens qui ont testé White Wolf, qui ont testé Vampire la Mascarade, vivant en Louisiane ou aux alentours, qui ont pitché ça lors d'une convention à White Wolf et qui ont envoyé un manuscrit pour pouvoir ensuite le sortir. Et il est sorti finalement assez tard parce que vous verrez, il y a beaucoup de références à Dark Colony dans ce dernier-là. Donc, ça j'aime beaucoup ces illustrations. Je crois que c'est Tom... c'est pas Tom Berg, je pense que c'est Drew Tucker qui fait ça, donc c'est vraiment une espèce d'illustration quasiment sur une mode qui simule ou qui reprennent un côté quasi fusain, donc assez chouette. On voit donc les jazzmen avec leur trompette. Donc là, ça c'est Laurence Nelly par contre, qui très vite va faire du sous-Team Bradstreet et va commencer à s'en éloigner. Comme d'habitude, une introduction, on vous donne les petits éléments sur la ville, avec comme influence évidemment des films comme Un tramway nommé Désir, Angel Heart, Art Target, alors je crois que c'est celui avec Jean-Claude Van Damme, je sais pas trop pourquoi, et les autres je les connais pas trop à part JFK, ça reste un peu à étudier. Je suis étonné qu'ils aient pas mis A Confederacy of Duns, qui est un bouquin absolument génial sur un mec odieux et obèse et désagréable, qui est un homme-enfant qui vit à la Nouvelle-Orléans. C'est un livre qui est très très marrant, si jamais vous ne l'avez pas lu, Confederacy of Duns. Je crois qu'il n'a jamais été adapté en film, mais c'est vraiment très très drôle. La structure de la ville est assez différente, parce que contre toute attente, c'est en fait une ville ventrue. Et c'est une ville ventrue qui fronce les yeux, a fait les gros yeux sur les Sétites notamment. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, même s'ils ont essayé, les Sétites n'ont pas tellement de puissance, n'ont pas autant de puissance qu'ils le voudraient à la Nouvelle-Orléans.
malgré le fait qu'ils essayaient plusieurs fois d'infiltrer au fur et à mesure des générations les cultes de vaudou, la présence d'une tradition vaudou humaine et de mages contrebalance un peu ce pouvoir. En effet, la deuxième force en présence dans la ville, c'est pas un autre clan vampirique, non, c'est les mages, et c'est les mages humains. C'est là où on revient dans la grande tradition du melting pot, qui va pointer le bout de son nez aussi avec Samuel Haidt, c'est qu'il y a des magiciens humains qui œuvrent derrière la ville et qui ont qui offrent un contrepoids assez terrible au prince de la ville qui s'appelle Marcel. En plus, ajouté à cela, il y a plusieurs choses. Donc, bon, il y a des loups-garous qui traînent un petit peu aux abords du marais, essentiellement des Black Spiral Dancers d'ailleurs. Il y a aussi il y a une goule indépendante qui était la goule de l'ancien prince, on va y revenir. Mais l'ancien prince qui est mort dans les années 40, personne ne sait qui est son assassin, donc c'est un peu un des grands mystères, avait une goule qui est devenue indépendante, qui était flic. Et ce flic est devenu de facto l'un des grands chasseurs de la ville qui fait un peu le travail du fléau pour les vampires. C'est-à-dire qu'il ne tue pas tous les vampires, mais tous les vampires qui sortent de la ligne droite, qui font n'importe quoi, il les tue. Et il traque aussi les loups-garous qui s'aventurent en ville, les monstres, j'en passe et des meilleurs. Et ce type-là a une escouade spéciale au sein de la police de la Nouvelle-Orléans, avec un accord plutôt tacite avec le prince Marcel. Donc ça c'est vraiment l'introduction, je vais essayer de revenir sur l'histoire de la ville plus tard, ça aura plus de sens. Il y a vraiment tout un côté guide évidemment touristique sur la Nouvelle-Orléans, puisque Nouvelle-Orléans, qui de Nouvelle-Orléans dit un sens de la fête qui est extrêmement fort pour les Américains. Le Nouvelle-Orléans s'appelle la Big Easy, donc c'est la facile, où c'est tout le temps, donc il y a le Mardi Gras, mais il y a plein de festivals présents dans la ville, liés au jazz, liés aux fêtes, liés au solstice. Donc ça fait énormément de choses pour amener une population humaine et vampirique extrêmement forte. Puisque l'autre chose, c'est que vu qu'il y a tellement d'humains et il y a tellement de fêtes, c'est très facile pour un vampire de se nourrir. Et il y a une règle tacite qui a été élaborée par l'ancien prince et qui est posée par le nouveau prince, que la Nouvelle-Orléans est une terre d'accueil pour n'importe qui. Ce qui fait que, un peu comme Vancouver, mais en beaucoup plus ouvert et avec beaucoup moins de puissance, puisque le prince est très très jeune, enfin il est assez jeune à la Nouvelle-Orléans, et il utilise un petit peu l'influence qu'avait l'ancien prince qui est décédé. Il y a cette idée d'une ville où tout le monde peut être passage. Mais par contre, il y a très peu de vampires finalement qui restent, parce que c'est pas très intéressant, parce qu'il n'y a pas de base de pouvoir, mais que ce soit les membres du sabbat qui après repartent à Atlanta, en Géorgie ou au Mexique, ou les gens de la Camarilla qui vont vers le vieux sud après, il y a énormément de passages à Nouvelle-Orléans. L'histoire est assez particulière puisque, donc, comme je disais, c'est une ville ventrue. À la base, c'est assez drôle. Il y a un jeune soldat romain est étreint juste avant le sac de Carthage. Il est transformé en ventru et il participe à la destruction de Carthage et en fait, ça le bouleverse. Il comprend pas trop, il comprend pas vraiment la finalité de pulvériser cette ville et peu à peu, il commence à se renseigner, il lit et il étudie sur les us et coutumes de Carthage. Et finalement, il devient par essence un prométhéen, c'est-à-dire qu'il devient plus brouja que les broujas en se disant « Ah, c'est quand même dommage, on a laissé tomber une utopie qui aurait pu marcher, on rappelle, de la coexistence entre les vampires et les humains. » Ce jeune soldat romain vieillit et durant le Moyen-Âge décide de s'établir en Aquitaine, ne me demandez pas pourquoi, d'abord en Gaule puis en Aquitaine plus tard, et il finit par étreindre un jeune type qui s'appelle Doran, à qui il va enseigner, il va laisser consulter ses carnets et regarder un petit peu l'histoire de Carthage. Et Doran devient complètement obsédé avec cette idée de pouvoir reconstruire lui-même une Carthage. Et donc il décide de fuir l'Europe trop étriquée au tout début du XVIIe siècle, donc quand la Camarilla commence à être établie, pour s'installer sur ce qui est devenu la Louisiane française. Il va tout de suite se prendre la tête, tandis que la majorité des vampires vont plutôt aller au Canada, lui décide de rester dans la zone et très rapidement il tombe sur un brouja italien avec qui il se frite allègrement pendant quasiment une cinquantaine d'années,
ça va être des tirs, ça va être beaucoup de friction. Ça va quasiment se finir où à un moment l'Espagnol qui s'appelle Simon de Cossa va penser gagner parce que Doran va être rappelé par son sire pour lui filer un coup de main durant la Révolution française. Mais il va revenir très vite. Et finalement, ce qui va permettre à Doran de l'emporter, c'est qu'il y a des loups-garous qui arrivent, des Utkena un peu exilés, qui arrivent au sud, donc dans les marécages, dans les bayous, et il va leur proposer un deal en disant bah, c'est simple, vous bossez avec moi, vous m'aidez à pulvériser Simon de Costa, en échange, je vous laisse tranquille, je vous laisse en dehors de la ville, et tout le monde sera content. Et finalement, bah, les Utkena acceptent, ce qui est plutôt un bon deal, et permet une fois pour toutes à Doran de triompher et de commencer à préparer son rêve, quelque part, d'une Carthage. Donc sur ça se posent tous les éléments, enfin, sur ça commencent à s'accoler tous les éléments, donc la vente qui va être faite, donc l'achat de la Louisiane par Jefferson, ce qui va amener notamment d'autres lupins, et finir par amener aussi une autre force qui est complètement inconnue jusqu'ici, c'est la technomancie. C'est-à-dire que à l'époque, les magiciens donc, se sont scindés en plusieurs factions. Parmi ces plusieurs factions, il y a les magiciens classiques, donc qu'on connaît, que vous connaissez, qu'on appelle les traditions, donc qui sont des mages. Alors que ça peut être des mages qui lancent des boules de feu, mais c'est aussi donc ça peut être des espèces de sorcières païennes, ça peut être des moines akashiques, donc des moines un peu tibétains. L'idée, c'est que c'est des mages qui respectent. Si vous ne connaissez pas du tout Mage d'Ascension, ces mages-là respectent un peu des paradigmes classiques tels qu'on entend la magie. En face d'eux, il y a des mages qui ont dit stop, nous on fait pas de la magie. Enfin, ils font de la magie, mais ils l'accepteront jamais. Et ils disent cette magie finalement, cette technologie qu'on utilise, c'est pour protéger l'humanité, pour protéger les gens qui ne sont pas des magiciens. Et peu à peu, cette structure qu'on appelle l'ordre de raison va s'ankyloser. Il va y avoir un coup d'État à l'intérieur où les Solficati, qui sont les assassins en gros de l'ordre de raison, vont tuer les francs-maçons, qui sont eux les gens les idéologues de cette faction. Et peu à peu, donc, cette faction ankylosée va devenir la technocratie, dont le seul but, c'est un peu à la Matrix, c'est d'écraser complètement tout le surnaturel et d'imposer le nouvel ordre mondial à l'humanité, mais c'est pour son bien. Donc la technocratie commence à arriver, il y a un véritable massacre qui se fait parce qu'en face, il y a le culte de l'extasie logique, qui est l'une des traditions, qui est dérivée d'une ancienne culture indienne qui se base sur la concentration, la manipulation du temps, et évidemment à travers les drogues, à travers la danse, à travers l'extase, donc le culte de l'extase, qui finalement va permettre enfin à Doran de reprendre, de finaliser le contrôle de sa ville. Donc on parle plus des Brujas. Il y a des Trémères qui commencent à arriver aussi parce qu'ils sentent que ça sent bon la magie. Et enfin, Doran se dit au début du XXe siècle, ça y est, je peux faire ma nouvelle Carthage. Et c'est là où, évidemment, les magiciens de l'orgo, les loups-garous, on les entend plus parler parce qu'ils se fritent sur la tronche, mais très vite, les autres factions présentes, donc les primogènes, les autres clans à la Nouvelle-Orléans se disent merde, ça craint, et donc on ne sait pas ce qui se passe exactement, mais Doran meurt. Doran se fait tuer par quelqu'un alors qu'il était sur le point de réaliser son grand projet d'une nouvelle Carthage, c'est-à-dire quasiment une ville où il n'y avait pas de Camarilla, où les traditions n'étaient pas vraiment respectées, et donc ça aurait été un véritable cauchemar pour tout le monde. Donc finalement, le fait qu'il meure arrange tout le monde. C'est là où il a un jeune allié, donc c'est pas son enfant, hein, mais il y a un jeune ventru qui bossait pour lui, qui était l'un de ses lieutenants, qui s'appelle Marcel, qui était un de ses espions d'ailleurs, qui dit fuck it, il s'arrange pour prendre très vite le pouvoir et s'imposer en tant que prince en disant je suis extrêmement fort, je suis extrêmement puissant, suivez-moi. Contre toute attente, un peu curieusement, les gens vont le suivre, il va faire porter le chapeau au chef des gangrels pour dire regardez, c'est lui le responsable. Ce qui fait que les gangrels ne sont pas forcément en odeur de sainteté dans la ville et ont une dent contre Doran. Ça tombe en plus mal parce que Xaviar, donc, qui est le Justicar, donc Justicar c'est vraiment le préfet côté Camarilla, donc c'est le vampire le plus balèze représentant Camarilla en dessous de l'Inner Circle, qui sont vraiment les dirigeants de la Camarilla. Xavier passe de temps en temps parce qu'en Louisiane, il y a
Et une autre raison pour laquelle il y a beaucoup de loups-garous, de mages, c'est qu'est-ce qu'on appelle des cairns / des nodes, qui sont, pour les vampires, ça n'a pas trop d'intérêt, à part les trémères, mais quand vous jouez un autre splat, donc quand vous jouez un loup-garou, quand vous jouez un mage, quand vous jouez une fée, peut-être pas les démons, il y a des lieux de pouvoir dans le monde. Des lieux de pouvoir qui sont imprégnés d'histoire, qui sont imprégnés de magie, qui sont imprégnés d'énergie, qui provoquent plusieurs effets, souvent très très bénéfiques à ceux qui savent l'utiliser. Notamment, ça affaiblit le goulet, donc ça veut dire que c'est plus facile de voir des fantômes. Les fantômes, ils sont contents parce qu'ils peuvent passer plus facilement dans le monde des morts. Et finalement, tout le passage dans le monde des esprits ou dans le monde des morts se fait plus facilement. Donc ça, c'est bien. La deuxième chose, c'est que les magiciens, souvent, ont plus d'énergie sur place et subissent moins les énergies, ce qu'on appelle du paradoxe, donc qui est le contrôle, en gros le garde, le gendarme de la réalité, qui fait qu'on ne peut pas tirer une boule de feu dans la rue parce que sinon le paradoxe arrive et dit non, 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 mais ça c'est pas acceptable. Les gens savent que les boules de feu n'existent pas et donc tu prends cher. Et pour donc à la fois les magiciens et les loups-garous, ça leur permet aussi d'alimenter leur pouvoir. C'est-à-dire qu'ils peuvent se nourrir d'une énergie mystique qui est présente, qu'on peut appeler le prime, la gnose, j'en sais rien. Et ça, les vampires, ils s'en foutent concrètement, c'est pas très intéressant. Sauf, a priori, que Xavier, qui est gangrel, et donc qui a un peu des connaissances de loup-garou, s'est aperçu qu'il y avait un node qui était complètement abandonné. Et lui, il y va de temps en temps pour récupérer son énergie. Alors, je me rappelle plus comment ça marche, je suppose que ça passe par un rituel ou autre. Mais en tout cas, lui est très content, et donc il passe de temps en temps pour donner ça. Ce qui fait qu'évidemment, à chaque fois qu'il y a Xavier qui passe, il essaie d'être subtil, parce que parce qu'il n'a pas le droit déjà, c'est pas officiel, que les loups-garous feraient beaucoup la gueule, que les mages feraient beaucoup la gueule, et que si la Camarilla apprenait que son justicard se baladait dans le coin sans, disons, passer par Nouvelle-Orléans, il se demanderait qu'est-ce qu'il fait là, et à l'inverse, il est sûr que Marcel n'a pas envie de voir débarquer un justicard dans sa ville. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, pour que tout change, si vous voulez rien changer, il faut que tout change. Et tel le guépard, Marcel met exactement le même principe de ville accueillante qu'avait fait Doran avant lui, mais de manière beaucoup plus faible. Son pouvoir s'effrite, simplement parce que les Sétites essayent toujours de pousser pour reprendre le contrôle. Les mages, eux aussi, sont présents. Il y a déjà eu des émeutes dans les années 60 humaines, et le pire est évidemment à venir avec les inondations qu'il aura plus tard, près de 10 ans plus tard. Et les guerres entre les magiciens, donc entre le syndicat, donc la technocratie et le culte de l'extase, bat son plein feu et fait que pour les vampires, il ne fait pas bon de traîner dans les rues parce qu'ils ont potentiellement des façonneurs de réalité qui vont se battre jour et nuit autour d'eux. Donc autant qu'ils gardent un petit peu qui se cachent des yeux de tous, comme d'habitude. La géographie, je vais passer, comme d'habitude, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à lire des livres là-dessus. Ça a beaucoup changé, évidemment, notamment avec les inondations qu'il y a eu. Vous connaissez peu ou prou la structure. La ville est une ville assez ancienne aux États-Unis qui a été fondée par des Français. Il y a eu beaucoup, il y a très vieux bâtiments, il y a tout un quartier comme le quartier français qui est assez vieillot, mais qui a une architecture absolument magnifique. C'est là où se passe le gros des fêtes. La Nouvelle-Orléans est aussi connue pour sa grande pauvreté. Il y a énormément d'Afro-Américains appauvris qui vivent en fait autour de la ville et dans la ville. C'est eux qui ont subi de plein fouet les inondations qui ont eu lieu durant l'ouragan Katrina. Il y a aussi donc toute une culture créole qui a été mise en place par les Cajuns qui sont arrivés fuyant les Britanniques avant la guerre d'indépendance, et qui sont venus et donc ont ajouté leur patois, leur cuisine. Et aussi, l'un des grands morceaux de la Nouvelle-Orléans, c'est évidemment tous ces cimetières. Il y a plein de cimetières qui sont absolument magnifiques, qui sont tous peints en blanc, qui sont assez incroyables et donnent un cachet à la ville. D'ailleurs, je crois qu'on vous donne toute la liste à un moment. C'est assez chouette. La ruche, qui est un ensemble, le pont Chartrain, qui est un immense pont qui se déploie sur le Mississippi, si je ne dis pas de bêtises, qui est utilisé dans plein de films d'ailleurs. Et les cimetières, encore une fois, où on a toute la liste des cimetières présents, avec quelques bars et quelques clubs qui sont mentionnés, puisque ça reste une grande ville de fête. Les arts, les différents Elysium, donc on voit qu'il y en a quand même un paquet dans la ville, ce qui fait que c'est vraiment une ville neutre, extrêmement
extrêmement agréables pour les toréadors, qui pourtant sont pas si nombreux, en fait, on va le voir. Très chouette illustration, ça fait très David McKean, ça, je trouve. Alors, les différents, donc voilà, les différents personnages qui existent. Alors c'est là où ça devient un peu complexe, il faut suivre, parce que les stéréotypes sont pas exactement les mêmes que d'habitude. Le premier, c'est les Brujas qui sont pas du tout en odeur de force, ils sont concrètement que 2 ou 3. Un Bruja arrive qui s'appelle Dutch à la fin des années 50, quand Doran est encore prince, et il commence tout de suite il devient très grand pote avec Doran en se disant bah, finalement c'est cool, il veut faire une nouvelle Carthage. Et quand Doran est détruit, il s'aperçoit finalement qu'il suppose que parce que Dutch a été transformé en vampire par McNeil, donc McNeil c'est le grand libérateur des États libres de Californie, donc c'est lui qui, en gros c'est lui qui a créé le premier État anarque, donc c'est vraiment un anarque pur jus. Il s'aperçoit que Marcel n'est pas aussi fort que Doran, et que finalement il y a peut-être moyen de faire tomber le prince et de prendre sa place pour réclamer une nouvelle Carthage. Donc c'est vraiment les Brujas fouteurs de merde, mais dans un aspect beaucoup plus calculateur et cynique, et pas tellement sur l'autorité du prince elle-même, puisque le prince n'en a pas autant que ça, et c'est beaucoup de paraître. Il est épaulé par un vampire qui est beaucoup plus jeune que lui, qui est un ancien docker, où concrètement, Dutch est arrivé et dit bah, « moi je suis beaucoup plus vieux que toi, donc maintenant tu bosses pour moi ». Et l'autre n'a pas posé trop de problèmes. Alors Raymond, voilà, là c'est assez important parce que c'est un personnage qui est au cœur du scénario et qui est au cœur de la méta-intrigue. Raymond est inquiétif. Pas forcément dans le sens où il a été abandonné après sa création. Il se réveille à New York, et à New York, il y a un type qui s'appelle Carson, qui est un mage, qui lui dit « Écoute mon pote, t'es amnésique, j'aimerais bien t'aider ». Donc il va le faire monter en sauce, il va dire « T'inquiète pas, ça va bien se passer. Je veux bien t'aider, mais je peux pas. Donc si tu veux retrouver ton passé, parce qu'il est amnésique, va à la Nouvelle-Orléans, je suis sûr que c'est là d'où tu viens, enfin par la magie, j'arrive à savoir ça. » Raymond y va, le prince lui dit « Y a pas de souci, tu peux rester, c'est pas grave, c'est captif. » Et il s'aperçoit que de par son statut de captif, personne ne le respecte, il est complètement ostracisé. Évidemment très en colère et incapable de trouver des traces sur son passé, il revient voir Carson à New York, et Carson lui dit « Ah, mais tu sais, c'est vraiment des salauds. Ce que tu devrais faire, si tu veux ta vengeance, si tu veux accumuler du pouvoir, moi j'ai un moyen très simple. » Il dit « Les vieux vampires, parce que c'est sûrement un Verbena. » Oui, c'est ça, non, attends, c'est... Non, je sais plus, je crois que c'est un mec de l'ordre d'Hermès, et Carson lui dit « Tu sais, les vampires, quand ils vieillissent, ils ont besoin de sang de vampire. Donc ça veut dire qu'il y a sûrement des anciens très dépravés qui adoreraient avoir des banques de sang vampiriques. Donc je vais te proposer un plan, je vais te donner des fonds, je vais te donner des moyens, je vais te guider pour que tu montes des enchères, des maisons de vente d'esclaves vampiriques, et pas des maisons de vente d'esclaves humains, ce qui est arrivé dans les trucs un peu plus edgy du monde des ténèbres. Et comme ça, tu auras tous les vieux vampires à ta botte, et tu seras vraiment un puissant de la ville. Et tout le truc de Raymond, c'est que c'est un mec extrêmement aigri et extrêmement vénère, qui, après avoir un peu hésité, va accomplir le plan de Carson, assez dégueulasse, de monter une maison d'enchères. Il va kidnapper des vampires assez faibles dans Nouvelle-Orléans dont personne ne veut, en disant ils ont disparu, ils ont été détruits, après tout, peut-être que la force d'élite, enfin le flic Ghoul a détruit ces vampires qui étaient désirés par personne, peut-être qu'ils ont été tués par des lupins ou autre chose. Et hop là, et il monte sa maison d'enchères, ce qui lui permet de ourdir sa vengeance contre la ville, sous l'impulsion du mage. Les gangrels, ils baissent un petit peu le visage, parce que, certes, ils ont un trimogène guidé par Roxy, mais c'est un peu compliqué, ils sont obligés de marcher un peu sur des os, parce qu'ils savent qu'ils ont leur primogène qui est pas loin, ils savent qu'il y a beaucoup de lupins aussi sur de la ville, et que, techniquement, c'est le prédécesseur de Roxy, qui a été trouvé comme étant le tueur de l'ancien prince. Donc ils essayent juste, en gros Roxy, elle essaie de devenir une sorte de power broker, puisque Marcel était un maître espion, elle essaie de faire pareil en accumulant le plus de rumeurs sur tout le monde pour essayer de faire en sorte que son clan s'en sorte et finisse pas en bouillie. Les Malkaviens, c'est plus particulier parce que le principal Malkavien, donc
James Lazarus, qui était le père Iago, est un prêcheur qui prêche durant toutes les fêtes, qui monte sur les toits et qui fait n'importe quoi, ce qui passe crème, évidemment, parce que le prince et aucun vampire dans la ville n'a vraiment la capacité de le contredire, pour une simple et bonne raison, c'est qu'il est extrêmement vieux. Il est extrêmement vieux, il a été éteint au XIe siècle, très méchamment par un certain Le Fanu. Donc Le Fanu, si vous vous rappelez de ma vidéo sur Dark Colony, vous vous rappelez que c'est l'un des 3 membres de la Trinité. Donc la Trinité, c'est 3 très 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 vieux vampires qui ont étreint des 4e et 5e générations, qui ont commencé à ourdir une conspiration pour prendre le contrôle, enfin pour manipuler leurs propres enfants, pour venir s'installer et prendre le contrôle de toute la Nouvelle-Angleterre. Et donc du coup, le Fanu va prendre un pauvre prêtre, le manipuler pour qu'après, dans sa soif de sang, enfin, il le transforme en vampire. Dans sa soif de sang, ce prêtre qui avait la vraie foi commence à bouffer la comtesse qui lui servait de mécène, et horrifié par sa condition vampirique, il commence à errer, perdant peu à peu sa foi et devenant une sorte d'objecteur de conscience, concrètement, vampirique, posant des questions à tous les prêtres, devenant en fait l'antithèse de ce qu'il était par dégénérescence. Et il se retrouve comme ça à la Nouvelle-Orléans, il est extrêmement vieux, et ce qu'on dit, c'est que finalement, tout le monde le laisse faire, parce qu'il est tellement vieux que personne n'a envie de se friter, enfin, personne n'a envie de se cogner un Malkavien qui est 6e génération et qui a quasiment, qui a plus d'un millénaire. Uriah Travers, c'est un peu différent. Uriah Travers, hélas, c'est un kinfolk, donc c'était un loup-garou, un mec d'une famille de loup-garou qui faisait partie de Black Spiral Dancer, qui s'est fait transformer en vampire et qui a eu la chance, quelque part, qui a été épargné d'un sort pire que la mort, puisque, il est mort techniquement, mais sa folie, tout ce que fait sa folie, c'est de lui faire croire que c'est une abomination. Donc il pense qu'il est loup-garou et il pense que c'est un vampire loup-garou, donc une abomination. Et ce qu'il va faire, c'est que, pour éviter de faire du mal à quiconque, il va s'ostraciser de toute la société et rester dans sa petite cabane au fond des bayous. Les lupins le laissent tranquille, tout le monde le laisse tranquille, donc ça se passe pas trop mal, sauf que le problème, c'est que sa folie lui a donné un aperçu et une compréhension très forte de tout ce qui se passe dans la ville. Donc c'est la personne qui sait le plus quasiment tous les secrets. Il a un score de secret qui est A+, donc ça veut dire qu'il sait quasiment tout ce que je vous raconte là, c'est comme s'il avait lu le bouquin. Donc il sait exactement qui est qui fait quoi, mais évidemment il ne veut pas parler, il n'est pas bête, c'est un Malkavien, mais c'est un Malkavien qui n'est pas mort, et donc il est tranquillement planqué avec ses secrets loin de la cité. Les Nosferatu, alors les Nosferatu c'est un peu particulier, il y a il y a un Nosferatu qui était en puissance, qui était Laurent Smith, qui était, pour aller vite, un maître espion et le principal primogène de Nosferatu, qui d'ailleurs a été créé par Warwick. Donc Warwick, c'est l'un des princes mis en place par la Trinité en Nouvelle-Angleterre. Et Laurent Smith a dit, on ne sait pas pourquoi, un jour il a dit « je m'en vais ». Il dit « je m'en vais, je me barre ». Et il a juste laissé ses 3 enfants, donc Avery, Roger et Martin, pour gérer la ville un peu comme il l'entendait. Donc on se retrouve avec une sorte de mini-trinité qui n'a pas du tout les mêmes attentes, les mêmes approches, les mêmes doutes par rapport à la vie. Donc il y en a un qui essaye d'être vraiment son Sire 2.0, mais il n'y arrive pas. Il y en a un autre qui évidemment déteste sa condition et pense rejoindre le sabbat. Et c'est assez marrant comment ils ont fait leur histoire. Mais on remarque, ça c'est un truc qu'ils ont souvent fait depuis Chicago by Night, et qu'on retrouve dans Milwaukee by Night, on retrouve dans pas mal de suppléments. C'est l'idée que l'essentiel des créations des coteries Nosferatu se fait dans la relation sire-enfant. C'est-à-dire que souvent, dans la majorité des vampires sur lesquels vous tombez dans ces bouquins-là, ils viennent de tous horizons. C'est-à-dire qu'ils arrivent, il y a souvent un sire et un enfant, mais il y a souvent plein de vampires qui arrivent d'une autre ville et qui arrivent dans cette ville pour s'installer, mais qui ont eu un passé avant. Alors qu'avec les Nosferatu, on remarquera que c'est souvent des humains qui sont présents de la ville et qui sont étreints par un sire qui lui vient de loin, mais qui, pour imposer sa base de pouvoir ou par pitié ou j'en sais rien, va créer des enfants. Et donc les coteries de Nosferatu sont essentiellement des coteries sire-enfant avec plusieurs enfants. C'est ça qui est assez rigolo, parce que on remarque avec les Nosferatu souvent les lois par rapport
à la création de vampires sont pas trop respectées ou elles sont beaucoup plus lâches. Peut-être que c'est les princes qui savent qu'ils ont plus à gagner en laissant plus de Nosferatu qu'autre chose. Mais c'est voilà, c'est un truc assez intéressant. Et évidemment, ça, à mon avis, c'est lié à leurs conditions, à savoir que ils sortent pas sous terre, donc c'est très difficile pour eux d'avoir une coterie hors cire enfant. Et de plus, même s'il y a beaucoup de Nosferatu, puisque ça les intéresse pas de devenir prince, parce qu'on n'a jamais entendu parler, enfin c'est très très rare qu'il y ait un prince Nosferatu et que, soyons honnêtes, ça les intéresse pas trop. Bon, finalement, le prince a intérêt à lâcher du lest là-dessus. Les toréadors que je me rappelle, ça m'a pas transcendé, donc ça va pas être hyper intéressant. Tout ce dont je me rappelle, c'est que il y a un peintre qui peint avec du sang et qui bosse pour le prince. C'est pas ouf, hein. Très honnêtement, ça m'a pas marqué, donc ça va pas être hyper intéressant. Tac, tac, tac. Ouais, c'est pas dingo, hein. Les trémères plus intéressants, vous avez un... Ça, c'est assez marrant. Le principal trémère de la ville s'appelle Antonio Calubalarchi, et c'est un enfant direct de l'un des membres des Sept de Vienne. Donc on rappelle, hein, les trémères, tout en haut il y a Trémère qui dort, et en dessous il y a les Sept. Les Sept, c'est les 7 vampires les plus puissants qui ont tous consumé le même sang vampirique ou plus ou moins que Trémère. Donc ils sont devenus vampires en même temps que Trémère, mais ils sont moins puissants que Trémère parce que Trémère a bouffé Solo. Et donc Antonio, Cabularchi c'est l'enfant terrible. C'est-à-dire qu'il fait n'importe quoi, il passe son temps à étreindre des gens, il passe son temps à faire n'importe quoi. C'est une catastrophe ambulante. Et la raison pour laquelle les Trémères l'ont jamais détruit, c'est parce que son sire a dit « Non mais attendez les gars, il y a une raison pour laquelle je l'ai créé. C'est parce que, vu qu'il fout la merde partout, il a cette espèce de pouvoir de paratonnerre, et donc partout où il passe, s'il y a des soucis qui doivent arriver, du grabuge, on peut le blâmer, et de toute façon, par un aspect quasiment mystique, une sorte d'antique contre la chance, tout ce qui peut arriver de terrible lui arrivera plutôt qu'au reste des Trémères. Donc tant mieux qu'il se balade, qu'il fasse n'importe quoi, on pourra toujours nier les faits, et bon, il nous vaut mieux un mouton noir, on en aura toujours, autant qu'on le connaisse. Donc c'est très très rigolo, mais ça provoque beaucoup de soucis. Parce qu'il fait n'importe quoi, il va en Nouvelle-Angleterre, donc toujours pareil, Dark Colony, et il tombe amoureux il voit une jeune fille qui s'appelle Marie Desrichet, où il dit « Ah c'est super, elle est géniale, elle a un talent mystique exceptionnel, je vais l'étreindre ». Ce qu'il fait, ce qui n'est pas une très très bonne idée. Attendez, je vérifie juste un truc, ouais c'est ça. Il a une jeune enfant avec lui. Il va aussi en profiter pour étreindre un mec assez chill qui s'appelle Nigel Porter, qui est un Britannique qui, lui, essaye plutôt en fait, de rester indépendant par rapport à son sire complètement craqué, se planquant à la Nouvelle-Orléans pour essayer d'éviter justement le passé qu'il peut avoir avec son maître, avec son sire, sauf que il en a profité pour lui aussi étreindre son neveu, qui lui est aussi un puissant magicien, mais ne se fait pas du tout à les conditions vampiriques, et donc il cherche un moyen en fait de l'empêcher de dégénérer, de devenir complètement fou. Et enfin, Marie Drichet, qui est l'espèce d'enfant prodige, qui évidemment n'est pas très content, elle n'est pas très contente pour beaucoup de raisons. Elle a bien raison, mais surtout ce qui s'est passé, c'est que Marie Drichet a tapé dans l'œil du prince. Le prince est fou amoureux d'elle, et le prince, on va y venir tout de suite, donc Marcel Guibaud, il a un autre enfant, il a deux autres enfants, il a des enfants qui s'appellent Christopher et Anthony. Pour aller très vite, pour comprendre la situation, quelqu'un a attaqué Marcel Richet et Anthony, donc l'un des enfants du prince. Anthony est considéré comme le bon fils, Christopher est considéré comme le débile. C'est-à-dire que Christopher, au début Marcel l'a créé pour se dire « Ok, c'est bon, il sera prince après moi, ça me fera un allié », mais il n'est pas du tout efficace. Donc arrive Anthony, il est beaucoup plus au fait, il est beaucoup plus jeune, ce qui crée une frustration de Christopher, mais Christopher ne sait pas trop comment s'en sortir, et finalement ce qui va se passer, c'est que Marie Drichet et Anthony vont être attaqués,
Et c'est contre toute attente, c'est Christopher qui va donc elle va finir en torpeur, et c'est Christopher qui va les sauver. Ce qui fait que, ironiquement, Christopher a une dette de sang énorme, enfin, Marie de Richet et Anthony, l'enfant du prince, ont une dette de sang énorme, ils ont une dette de vie, parce que finalement, c'est Christopher qui les a sauvés, mais lui, il sait même pas, en fait, il n'y a même pas pensé, parce que c'est un mec un peu qui réfléchit pas trop, donc ça, c'est très rigolo. Et donc, c'est vraiment la relation qui se fait au niveau de la cour du prince. Le prince lui-même, comme je disais, est pas très fort, garantit les apparences, mais surtout, en fait, le prince, il a un truc, c'est qu'il a un grand frère. Et ça, c'est le truc très rigolo, c'est que il grandit dans le sud des États-Unis un peu avant la guerre de sécession avec son frère. Ils ont une ferme, ils sont contents, c'est cool. Et son frère part se battre sur le champ de bataille pour le camp sudiste, je crois. Le frère sauve tout son régiment lors d'un assaut fatidique. Et c'est là où arrive un très très vieux vampire qui dit bon, t'inquiète, je te propose la vie éternelle si tu le veux parce que je trouve que t'es extrêmement valeureux. Et enfin, il ne propose même pas, je crois qu'il lui force la vie éternelle, ce qui fait que le grand frère, donc Géraud, est un peu triste parce qu'il aimerait bien en parler à son frère. Donc il finit par revenir avec son sire et il dit à son frère est-ce que tu veux que je te transforme en vampire? Enfin, lui laissant plus ou moins. Enfin, il finit par le convaincre, ça prend pas mal de temps. Et il dit t'inquiète pas, j'ai un plan. Donc son frère est transformé en vampire, Marcel, et Géraud, pardon, finit par tuer son sire. Il le diablerise pas, juste il le tue. Et il dit bon écoute Marcel, maintenant c'est simple, viens avec moi, on va pour garantir ta sécurité. Ils ont toujours leur ferme. Hein. Il dit pour garantir ta sécurité, j'ai entendu dire qu'il y avait un prince qui était assez puissant. On va t'introduire et tu vas voir ça va bien se passer. Donc vis-à-vis d'une faveur que Géraud avait avec le prince qui était de rang à l'époque accepte de le voir. Il dit oui ok, tu peux laisser ton frère ici. Et donc comme ça son frère, le futur prince Marcel reste à la cour du prince, devient son maître espion au fur et à mesure, et prend de plus en plus d'influence. Et pendant ce temps-là, hop, Géraud, ce qu'il fait, c'est qu'il rentre dans sa ferme, et il passe son éternité à cultiver. Donc on est vraiment sur un délire un peu à la François Villon, où finalement le grand frère a étreint son petit frère pour le protéger et pour le protéger et l'isoler du reste du monde vampirique et rester en autarkie. Sauf que Géraud possède quand même, donc le grand frère possède une réputation d'être un mec extrêmement balèze, parce qu'il a tué son sire, parce qu'il a une réputation extrêmement, disons, persuasive auprès des autres vampires, ce qui fait que la majorité des vieux vampires savent qu'ils n'ont aucun intérêt à chercher des noces à Marcel, parce que sinon ça voudrait dire que son grand frère, il poserait son râteau, il arriverait, il leur casserait la gueule. Je trouvais ça assez marrant, ça fait que finalement ça donne plusieurs visages au prince, c'est assez bien foutu, et bon encore, je rajoute une couche, il y a une italienne qui est présente aussi, Ventru, qui voudrait prendre la place du prince à la place du prince, ça rappelle beaucoup Vancouver by Night où il y a exactement le même profil, mais qui n'y arrive pas. À côté de ça, bon, on a une Sétite qui était une servante d'Ésulie. Donc Ésulie, c'est la Sétite, mais complètement autarkie indépendance qui dirige Haïti, qui essaye tant qu'elle peut de prendre un peu le contrôle de la ville. Des mortels qui sont présents. Donc on a une chasseuse de vampires qui a été formée par Sullivan Dale. Donc Sullivan Dale, c'est le très très vieux badass tueur de vampires de Chicago by Night première édition, enfin même du bouquin de base. On a Robert Carter qui est la goule immortelle dont je parlais. Il a Lance Perkins qui est un mec qui bosse pour lui. Et Martin Desrichets. Et rappelez-vous, en fait, Martin Desrichets, c'est Carter. C'est le mage qui a formé le caïtif Raymond pour qu'il monte ses ventes en enchères pour détruire la ville. Parce que Martin Desrichets, lui, il est méga vénère. Il est super vénère. C'est un très puissant mage, fils de l'éther, qui s'attendait à ce que sa fille devienne magicien, et elle a été transformée en vampire. Et donc il a dit ok, et il sait qu'elle reste, parce que son maître, son sire l'a abandonné, donc elle reste à la cour du prince d'Oran, du prince Marcel, elle dit ok, je vais détruire Marcel. Et donc il lance cette espèce de plomb pour le saper, donc toutes les occasions sont bonnes pour aider, il aide tous les ennemis du prince, il a monté cette histoire d'enchère vampirique qui va vraiment faire tirer la gueule à toute la camarilla si ça se sait, et le gars n'est là que pour pulvériser le prince. Ce que je trouve assez cool en fait comme système, c'est assez marrant. Et le dernier truc qu'on a, c'est Michael Zayers. En fait, c'est un voleur. C'est un voleur d'art qui va voler les tableaux du Toréador qui fait des tableaux de sang. Les coteries, donc pour un peu rappeler tout ce que j'ai expliqué.
Avec donc la cour du prince, on a Marcel, Martine et Richet, Joshua Campbell qui est le peintre de sang, Christopher et Anthony qui sont les deux fils pas très protiges. Ça, c'est un autre truc. La Société du Phénix, c'est une conspiration secrète dont on ne connaît pas les membres. C'est un peu le grand secret supplémentaire, donc on rajoute une couche de la Nouvelle-Orléans. C'est une société, alors qui est ni Sabbat, ni Camarilla, mais plutôt autarkie, dont le seul but, c'est de détruire les anciens de la ville. Leur seul but, en fait, c'est de détruire les, tous les membres, enfin les anciens de la ville. Ils ont fait, quand Xavier est passé pour faire un conclave, en disant ouais, je fais un conclave, et en fait, il allait drainer tranquillement son cairn. Ils ont fait péter une bombe, donc on sait qu'ils existent. Leur but, c'est juste de tuer des anciens, et donc ils sèment la terreur autour d'eux, sachant que potentiellement, certains mages traditionnalistes, dont Martin de Richet, leur donnent de l'argent pour les financer. Ils rentrent pas, en fait, les personnages qui font partie de la Phoenix Society ne sont pas présents, c'est des personnages extérieurs. Le Conseil du Prince, donc les primogènes, avec le magicien Sébastien Walken, qui est le plus jeune et le plus faible, mais bon, qui est présent, Paul Trémer. Avery, donc l'un des enfants Nosferatu qui se le dire, Dodge qui cherche à renverser tout le monde, et Karen Chantry qui est l'opposition loyaliste, on va dire. Et le tabula rasa, c'est si je dis pas de bêtises, c'est des gangrels qui sont uniquement là pour servir Xavier quand il passe dans le coin. Des fils d'Osiris, on sait pas pourquoi, pour foutre mystère, ils passent là, mais moi j'aime bien, c'est-à-dire que quand il y a des Sétites et qu'il y a des fils d'Osiris, ça me semble logique. Après, c'est une faction qui est très mineure et qui va disparaître au fur et à mesure, mais qui fait écho, je pense, à la volonté de ce livre de rajouter une couche humaine, avec la goule qui dirige un département de police, avec les magiciens, avec les autres personnages qui ne sont pas forcément vraiment dans la plus pure tradition vampirique. Et donc les autres factions, les mages, les Sétites, le Sabbat, qui est bon, qui a pas trop de poids, parce que le problème c'est que Xavier passe tout le temps, donc quand vous avez un justiciar qui passe souvent, c'est un peu compliqué de faire votre putsch. Et la triade qui cherche lentement mais sûrement à établir tranquillement sa base de pouvoir arrière à l'autre bout du pays. Jabik, donc c'est le scénario qui, évidemment, vous commencez à le savoir, n'est pas génial. Le scénario, c'est ça. En gros, on sait qu'il y a des disparitions de vampires, et votre but, ça va être d'enquêter pour retrouver les marchés aux esclaves, et les marchés aux esclaves, et ça va vous faire rencontrer toutes les factions du jeu, enfin de la ville, donc la Phoenix Society, le prince, le Malkavien qui vit tout seul dans sa cabane, j'en passe des meilleurs. C'est pas génial. Il vous propose de passer ça pendant Mardi Gras pour avoir une meilleure ambiance. Donc voilà, il y a un ou deux chapitres, mais c'est pas génial. Donc c'est Mardi Gras, comme d'habitude. Vous retrouvez face à une espèce d'explosion, vous sauvez des ghouls. On vous dit attention, il y a des disparitions dans la ville, donc c'est à vous de commencer à enquêter pour retrouver ce qui se passe. Vous tombez sur des espions du prince Marcel. Très vite, le prince vous demande de venir chez lui. Vous arrivez dans son magnifique palais où il vous demande d'enquêter sur ce qui se passe. C'est là où vous remarquez qu'il y a Martine Richet, il y a la fille des Richet et d'autres personnages qui sont présents. Vous avez besoin de faire équipe avec Carter, l'humain transformé en ghoul, pour qu'il vous en dise plus avec son escouade spéciale. Évidemment, ça se passe pas très bien. Finalement, vous allez rencontrer le Malkavien qui est dans sa cabane pour comprendre un peu ce qui se passe. Et malheureusement, ce Malkavien va ce Malkavien va se retrouver, il est protégé par des mocolets, donc il y a des crocodiles loups-garous sur quelqu'un avec qui vous devez vous fighter pour être plutôt dans ces marécages. Il vous dit non mais il faut aller voir la Société du Phénix. Donc là vous tombez sur une espèce de mecs complètement fous qui sont autarkie, anarques, on sait pas trop quoi, et qui vous disent mais en fait c'est pas nous qui avons kidnappé les humains, c'est pas notre faute. Vous avez un vrai problème vous avez des maisons d'enchères qui arrivent dans votre ville, donc allez voir ça. Donc vous allez voir évidemment les Nosferatu qui disent ah, c'est vraiment bizarre, effectivement je pense que j'ai trouvé quelqu'un qui pourrait correspondre à la description que tu fais. Donc finalement vous retournez en ville pour discuter avec les autres factions, notamment Roxy, les gangrels, bref, pour finir, enfin pour trouver hey coucou, me revoilà,
Vous tombez sur la seule piste que vous avez vous amène à un mec mystérieux qui arrive en ville qui s'appelle Samuel 8, qui cherche à devenir immortel et qui vous dit ah, mais c'est cool, on va faire équipe, je vais te filer un coup de main parce que je pense devenir vampire, mais je sais pas encore trop. Et on m'a dit que le meilleur moyen de devenir vampire, c'était une enchère qui a lieu où je pourrais acheter un vampire, il me transforme en vampire et tout le monde est content. Mais évidemment, donc grosse baston, vous y allez, vous cassez la gueule à tout le monde. Samuel Hayes se dit non, en fait, c'est pas génial parce que moi, il me faudra un vampire très très costaud pour me transformer en vampire. Ça sert à rien si c'est pas un petit faible. Vous persuadez, vous trouvez Raymond, soit pour lui faire cracher les verres du nez, soit pour le tuer, soit pour l'amener devant le prince ou à Carter, ou soit le mec de la police. Et tout le monde est content. Vous savez juste que maintenant, potentiellement, il y a un autre, il y a peut-être le sabbat qui va arriver, manipulé par Richet, ou même Richet lui-même, qui est prêt à pulvériser Marcel. Et devant cette espèce d'une grande assemblée où tout le monde est présent, pour le meilleur et pour le pire. Ouais, c'est vraiment pas terrible. C'est le problème, c'est qu'ils ont la bonne idée d'un côté d'introduire toutes les factions, mais c'est toujours pareil, quoi. C'est que vous avez un scénario qui est extrêmement linéaire, qui n'est composé que de scènes, où tout ce qu'on vous propose, c'est de faire un tour d'horizon de tout. Enfin, c'est juste des allers-retours entre toutes les factions qui existent pour que toutes les coteries que vous avez vues dans les chapitres précédents soient introduites. Et honnêtement, c'est pas génial, génial. C'est même carrément naze. On finit avec seconde édition de White Wolf qui arrive. Et c'est juste un jeu, c'est juste un jeu, c'est juste un jeu, c'est juste un jeu sur le premier petit teasing, le premier manuscrit de Wraith qui arrive bientôt, machin. Et on vous avertit, vous pouvez pas retourner voir maman. Enfin, c'est un peu le côté choquant années 90 qui savait si bien faire. Et c'est rigolo par contre parce que ça rappelle beaucoup au niveau de la typo, de l'esthétique, Orpheus, qui sera le dernier jeu du Monde des Ténèbres, où il y a comme ça des espèces de gros carrés, du texte blanc sur des carrés noirs, le côté écriture au manuscrit, enfin écriture à la machine à écrire. C'est assez... je sais pas. Peut-être une coïncidence. Et enfin, on a une pub pour un jeu par email avec Blood Pit, Hero of the Pit, où on peut jouer, j'ai l'impression, d'espèces de gros bonhommes, des nains, j'en sais rien, et qui se cassent la gueule. Et c'est la grosse baston. Donc c'était l'époque où on jouait par email, a priori. Vous jouez 5 guerriers qui se battent dans une espèce d'équipe individuelle avec des stratégies, des pouvoirs spéciaux. Vous envoyez 10 $ à White Wolf Connect, donc c'était les anciens BBS, je pense. Et on vous donnera tout ce qu'il faut pour commencer avec un livre de règles, le disque qui va bien avec. Bon, ok. Et a priori, il faut payer pour jouer un certain nombre de tours. Au début, vous payez 10 $ et après, c'est 1 $ pour chaque tour. Ça permet, il faut juste un ordinateur IBM, un modem et un état d'esprit de combat, avoir la niaque. C'est disponible sur Windows. Alors, j'ai trouvé aucune information sur ce jeu. Si vous avez une copie, dites-le moi. Mais c'est vraiment chouette de voir le développement en parallèle du début d'Internet, parce que là, on est juste avant, c'est quoi, on est en 93 ou 94, donc Ultima Online va arriver 3 ans plus tard. Il y a déjà Meridian, enfin, je pense qu'il y a des jeux multijoueurs qui existent déjà, notamment je pense à Mule, qui existe encore sous une autre forme, donc c'était vraiment de l'ACI, donc il y avait pas c'était juste des caractères, mais on pouvait communiquer à distance. Plus tard, on aura des jeux comme Meridian 57, je crois, qui était vraiment le prototype, qui est sorti 2 ans avant Ultima Online, si je me rappelle, et qui va donner aussi un peu sa carte à EverQuest. C'est toute une époque, hein, c'est le début de vraiment de l'évolution. Enfin, comment dire, il fait très très chaud, hein. C'est comme chez vous, moi il fait 43 dehors, donc c'est pour ça que je suis un peu cramé. Mais c'est le début vraiment de la popularisation d'Internet, donc il y a de plus en plus de foyers qui vont avoir accès à Internet. Moi, je l'aurai pas longtemps plus tard, j'étais petit, mais parce que mon frère bossait aux États-Unis déjà, enfin un peu plus tard, il est parti 3 ans plus tard aux États-Unis. Et donc on a eu un modem 56K très tôt, mais il y avait déjà toute espèce d'effort de faire des jeux ou des simili-jeux en utilisant les modems. C'était 56, donc c'est 28 baud, je crois, qui était un peu le modem juste en dessous, qu'occupait les lignes téléphoniques. Et c'est quelque chose qui va augmenter, augmenter, augmenter. Et c'est assez rigolo de voir que White Wolf, tout de suite, a compris la valeur Internet. C'est des gens de leur temps, hein, évidemment, puisqu'ils ont la vingtaine. Il y a beaucoup de gens qui bossent chez White Wolf, qui ont une connaissance d'Internet, qui ont un background plutôt des sciences informatiques. Donc tout naturellement, c'est quelque chose qu'ils vont tout de suite prendre et qui va permettre de propulser notamment leur fan club, la Camarilla, donc le grand fan club officiel de Vampire la Mascarade.
où ils vont très rapidement utiliser la vente à distance, hein, c'est un truc aussi pour lequel ils sont très forts. Mais bizarrement, ils vont jamais. Après, ils vont avoir moins de sous, hein, mais très rapidement, j'ai l'impression que l'affinité d'Internet va disparaître un peu pour eux. Et cette évolution qui se faisait naturellement pour moi vers le jeu vidéo, par exemple, va pas si bien marcher que ça, puisque ça va être des jeux essentiellement solo, il y en aura deux, en 2001 et en 2004, qui sont des très bons jeux, hein, moi j'aime beaucoup, mais il n'y a jamais eu le franchissement vers le jeu en ligne, et à mon avis, c'est la grande défaite, et c'est ce qui va faire que Vampire et le Monde des Ténèbres vont disparaître un petit peu vont jamais réussir à percer les années 80, au-delà des années 90, alors que quand on aura des EverQuest, des jeux de donjons, enfin des donjons et dragons, bon, on peut pas comparer, mais à mon avis, ils ont loupé le coche, ce qui fait que quand CCP a racheté White Wolf et a tenté de faire un jeu World of Darkness pendant quasiment 10-15 ans, ça n'a pas marché. Et ça fait qu'aujourd'hui, on a ce qu'on a, quoi. On a plein de petits jeux émaillés où on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Il n'y a pas de cohérence au niveau de la gamme, il n'y a pas de cohésion. Et il y a l'incapacité pour le monde des ténèbres d'avoir une killer app, un jeu qui serait comme Total War Warhammer, par exemple, qui permettrait vraiment de ramener des gens vers le monde des ténèbres. Et pour moi, la seule raison pour laquelle Vampire subsiste aujourd'hui, hormis les gens qui ont mon âge ou plus âgés, qui ont y joué à l'époque, ont une certaine nostalgie, c'est par le jeu vidéo Vampire Bloodlines, qui persiste et signe, après plus de 20 ans, possède un statut tellement culte qu'il y a des gens qui le découvrent, qui continuent à y jouer, il y a des gens qui continuent à le patcher, je pense à Wasp5 qui fait des patchs non officiels. Donc ça montre vraiment c'est dommage, quoi. Il y a une perte de coche, et quand on voit au début, on fait des jeux par modem avec des CD-ROM, et on voit ce que c'est devenu ensuite. Je pense qu'il y a vraiment un échec qui a été fait, et c'est un échec que Paradox, qui possède les licences aujourd'hui, ne veut pas voir. Et il n'y a pas de remise en question par rapport au fait qu'il y a Bloodlines, qui est ce jeu immense, qui a un héritage qui a un héritage qui étouffe tout, et qui a une incapacité en fait derrière d'avoir une ligne éditoriale. Moi, je pense qu'il manque vraiment un mec qui a un plan, une ligne éditoriale pour savoir comment réussir ça. Et il devrait prendre des billes de chez Sega, en fait, concrètement, parce que Sega, ils ont parfaitement réussi leur truc avec le Total War Warhammer. Et malgré tous les jeux pourris de chez Games Workshop, parce que Dieu sait que pendant des années, Games Workshop, c'est marrant, ils ont un peu la même trajectoire dans le sens où quand ils ont commencé, ils ont fait des jeux qui étaient très très bien. Je pense à tous les jeux, les Space Hulk, je pense à Shadow of the Hand Rat, qui était un jeu par SSI. Donc SSI, c'était les grands créateurs de Wargames, qui était un super jeu Warhammer Fantasy. Je pense à Dark Omen, qui est vraiment un jeu de mon enfance, que j'ai adoré, qui était plutôt un jeu PlayStation 1. Et petit à petit, il y a un morcellement qui s'est fait, c'est parti dans tous les sens. Ils se sont dit, finalement, c'est plus simple, plutôt que de se faire chier à payer un Dawn of War, des jeux comme ça qui marchent bien, on va juste balancer la licence à droite à gauche. Et ça fait qu'on a une explosion quasiment allez, je vais être sympa, entre 2005 et 2015, donc pendant plus de 10 ans, ça a été les grandes familles, c'était n'importe quoi. Il y avait des jeux pourris à 10 balles sur Steam qui marchaient même pas. Et maintenant, on commence à avoir un effort avec le fric qu'a généré le Total War Warhammer, de dire ok, on va peut-être commencer à recalibrer le tir. Mais bon, bref. Tout ça, cette parole pour dire je m'arrête là parce que sinon je vais pas m'en sortir. Il fait très chaud. Restez à l'ombre parce que visiblement c'est encore comme ça toute la semaine. Allez, salut!